La pluie tombait dru sur les pavés de Barcelone, transformant les rues en miroirs sombres où se reflétaient les lumières des réverbères. Élodie, trempée jusqu'aux os, serrait les poings devant la porte close du restaurant étoilé, tandis que le maître d'hôtel, un homme au regard méprisant, lui barrait le passage. « Madame, nous ne pouvons pas vous laisser entrer avec. » Cela, avait-il sifflé, désignant du menton la main d'Hélène entrelacée dans la sienne, comme si leur amour était une tache indélébile sur le tapis rouge de l'établissement. Élodie sentait la rage monter en elle, un feu intérieur qui contrastait avec le froid glacial de l'eau ruisselant sur son visage. Hélène, à ses côtés, murmura d'une voix tremblante, « Laisse tomber, chérie, partons d'ici. » Mais Élodie, PDG impitoyable d'un empire hôtelier franco-espagnol, n'était pas du genre à reculer devant l'humiliation. D'un geste vif, elle sortit son téléphone et composa un numéro, ses doigts glissant sur l'écran mouillé. En moins d'une minute, son avocat était en ligne, et les mots qu'elle prononça furent comme un coup de tonnerre, « Racheter cet endroit. Immédiatement. Et préparer les papiers pour licencier tout le personnel. » Hélène la regarda, les yeux écarquillés, un mélange d'admiration et d'inquiétude sur son visage pâle. Élodie raccrocha, un sourire froid aux lèvres, et se tourna vers le maître d'hôtel qui, ignorant tout, continuait à l'étoiser. « Vous regretterez cela, » murmura-t-elle, mais déjà, son esprit bouillonnait de plans pour transformer cette insulte en victoire. Barcelone, cette ville vibrante où se mêlaient l'architecture gothique et les influences modernes, avait toujours été un havre pour Élodie. Née à Paris d'une famille bourgeoise, elle avait fui la rigidité française pour s'installer en Espagne il y a 10 ans, attirée par la chaleur des gens et la liberté apparente. À 35 ans, avec ses cheveux bruns coupés courts et son allure androgyne, elle dirigeait d'une main de fer la chaîne d'hôtels, Lumière Ibérique, un empire qu'elle avait bâti de zéro après avoir hérité d'une petite fortune familiale. Son succès était légendaire, des hôtels luxueux disséminés de Madrid à Séville, où le glamour français rencontrait la passion espagnole. Hélène, quant à elle, était entrée dans sa vie comme un rayon de soleil perçant les nuages. À 30 ans, avec ses longs cheveux blonds cascadant sur ses épaules et ses yeux verts pétillants, elle travaillait comme designer d'intérieur pour l'entreprise d'Élodie. Leur rencontre avait eu lieu lors d'un projet de rénovation à Valence. Hélène, originaire de Lyon, avait été embauchée pour insuffler une touche provençale aux suites. Ce qui avait commencé par des discussions animées sur l'esthétique s'était mué en une passion dévorante. Élodie, habituée à cacher ses sentiments derrière un masque professionnel, avait été désarmée par la douceur d'Hélène, par sa façon de rire aux éclats et de transformer les espaces en poèmes visuels. Mais leur relation n'était pas sans ombre. En Espagne, malgré les avancées légales, les préjugés persistaient, surtout dans les cercles élitistes. Élodie, openly lesbienne, avait affronté bien des regards hostiles, mais ce soir-là, sous la pluie de Barcelone, l'humiliation avait été trop vive. Tandis qu'elles attendaient un taxi, Hélène serra plus fort la main d'Élodie. « Tu n'avais pas à faire ça, tu sais. On aurait pu juste partir. » Élodie secoua la tête, ses yeux sombres brillant de détermination. « Non, Hélène. Je ne laisserai plus personne nous traiter comme des intruses. Pas dans ce monde que j'ai construit. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur une Barcelone encore humide, mais Élodie était déjà au travail. Son bureau, perché au sommet d'un gratte-ciel surplombant la Sagrada Familia, était un sanctuaire de verre et d'acier, meublé avec un goût impeccable, des tableaux de Miro au mur, un bureau en chêne massif importé de France. Elle relisait les contrats d'acquisition quand Hélène entra, portant un café fumant et un croissant frais. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant sur le bord du bureau. Élodie leva les yeux, un sourire fatigué aux lèvres. « À peine. Mais c'est fait. Le restaurant est à nous. Les licenciements seront effectifs ce soir. » Hélène fronça les sourcils, une ride d'inquiétude creusant son front. « Et les employés ? Ils ont des familles, Élodie. N'est-ce pas trop dur ? » Élodie se redressa, son ton se durcissant. « Ils ont choisi de discriminer. Dans mon empire, il n'y a pas de place pour l'intolérance. » Pourtant, au fond d'elle, une pointe de doute la rongeait. Était-elle devenue trop impitoyable ? Hélène, avec sa sensibilité artistique, lui rappelait souvent la valeur de l'empathie. Les jours suivants furent un tourbillon.
Élodie supervisa personnellement la reprise du restaurant, rebaptisé « Éclat d'amour ». Elle engagea un nouveau personnel, diversifié et inclusif, et transforma l'endroit en un havre pour tous. Hélène, impliquée dans la décoration, ajouta des touches personnelles, des lumières tamisées évoquant les rues de Paris, des fleurs fraîches rappelant les marchés provençaux. Leur relation s'épanouit dans ce projet commun, des soirées tardives à discuter plans et rêves, des baisers volés dans les coins sombres. Mais un soir, alors qu'elles dînaient dans leur nouvel établissement, un appel anonyme vint tout bouleverser. « Madame Dupont », dit une voix masculine à l'accent espagnol, « je sais des choses sur votre compagne. Des choses qui pourraient ruiner votre réputation. » Élodie raccrocha, le cœur battant, mais le doute s'insinua. Hélène, sentant son trouble, posa sa main sur la sienne. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie hésita, puis raconta. Hélène pâlit, ses yeux s'emplissant de larmes. « C'est du passé, Élodie. Avant toi. » Ce qui suivit fut une révélation douloureuse. Hélène avoua avoir eu une liaison brève avec un homme marié, un architecte influent de Barcelone, avant de réaliser pleinement son orientation. L'homme, jaloux et vindicatif, menaçait maintenant de tout révéler pour se venger. Élodie sentit une trahison profonde, non pas pour l'infidélité passée, mais pour le secret gardé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Hélène pleura, s'excusant, expliquant sa peur de perdre Élodie. La nuit fut longue, emplie de discussions houleuses. Élodie, blessée, se replia sur elle-même, repensant à ses propres blessures, une enfance marquée par le rejet familial, une mère qui l'avait reniée pour son orientation. Hélène, de son côté, évoqua son parcours, une jeunesse lyonnaise étouffante, une découverte tardive de son identité lesbienne. Leur amour, si fort, semblait soudain fragile face à ces ombres du passé. Pourtant, au lever du jour, Élodie prit Hélène dans ses bras. « Nous affronterons cela ensemble, dit-elle. » Elles décidèrent de confronter l'homme, mais pas avec rage, avec dignité. Élodie, usant de ses connexions, organisa une rencontre discrète. L'architecte, surpris par leur unité, recula, admettant sa petitesse. Ce fut une victoire, mais elle laissa des cicatrices. Les mois passèrent, et leur relation s'approfondit. Élodie apprit à tempérer son impétuosité, influencée par la douceur d'Hélène. Elles voyageaient ensemble, de la Costa Brava au vignoble de Rioja, redécouvrant l'Espagne à travers les yeux de l'amour. Mais un nouveau conflit surgit, l'expansion de l'empire d'Élodie vers la France, qui l'éloignait de plus en plus. Hélène, sentant la distance, exprima ses craintes. « Je t'aime, mais je ne veux pas être une ombre dans ta vie. » Élodie, touchée, promit des changements. Elle délégua plus, passant des week-ends entiers avec Hélène, à flâner dans les Ramblas ou à danser dans des clubs underground de Barcelone. Leur intimité grandit, des caresses tendres aux confessions mûres. Hurée sous les étoiles. Pourtant, la trahison latente rôdait. Un jour, un email anonyme arriva, contenant des photos compromettantes d'Hélène avec l'architecte. Élodie, furieuse, accusa Hélène de duplicité. « C'était avant nous », protesta Hélène, les larmes aux yeux. Mais le doute s'installa, empoisonnant leur quotidien. La tension culmina lors d'une soirée gala à Madrid. Élodie, resplendissante dans un tailleur noir, reçut un prix pour son entreprise. Hélène, à ses côtés en robe émeraude, rayonnait. Mais dans les coulisses, l'architecte apparut, un sourire narquois aux lèvres. « Vous pensiez m'avoir vaincu » siffla-t-il, brandissant son téléphone. Élodie, sentant la panique monter, le confronta. « Laissez-nous tranquilles, ou je ruine votre carrière. » Hélène, témoin de la scène, intervint, sa voix ferme malgré la peur. « C'est fini, Carlos. J'ai choisi ma vie. » L'homme rit, mais recula face à leur front uni. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Élodie et Hélène s'effondrèrent dans les bras l'une de l'autre. « Je suis désolée pour tout », murmura Hélène. Élodie, caressant ses cheveux, répondit, « Moi aussi. Nous sommes plus fortes ensemble. » Mais la paix fut éphémère. Une rumeur se répandit dans les médias espagnols, des allégations de favoritisme dans l'entreprise d'Élodie, insinuées par des employés licenciés du restaurant.
On murmurait que Hélène avait obtenu son poste par népotisme, que leur relation corrompait les affaires. Élodie, outrée, lança une enquête interne. Ce qu'elle découvrit la glaça. Un de ses plus proches collaborateurs, un homme ambitieux nommé Ravière, avait orchestré les fuites pour la discréditer et prendre sa place. La trahison fut un coup de poignard. Ravière, qu'elle avait mentoré, avait profité de sa vulnérabilité. Élodie le confronta dans son bureau, sous le regard impassible de la ville en contrebas. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix tremblante. Ravière haussa les épaules. « Vous êtes faible, Élodie. Votre amour vous rend vulnérable. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les sentiments. » Ces mots résonnèrent comme un écho de ses propres doutes. Hélène, apprenant la nouvelle, soutint Élodie avec ferveur. « Ne le laisse pas gagner. Montre-lui qui tu es. » Ensemble, elles rassemblèrent des preuves, exposant les manigances de Ravière. Lors d'une réunion du conseil, Élodie le licencia publiquement, mais avec une touche d'humanité. Elle lui offrit une recommandation pour un autre poste, loin d'elle. « Je ne suis pas comme toi, Ravière. Je crois en la rédemption. » Cette épreuve renforça leur lien. Elles décidèrent de se marier, dans une cérémonie intime sur une plage de la Costa Brava. Sous un ciel azur, entourés d'amis proches, Élodie et Hélène échangèrent des vœux émouvants. « Tu es ma lumière dans l'obscurité, » dit Élodie, les yeux brillants. Hélène répondit, « Et toi, mon ancre dans la tempête. » Leur baiser scella un engagement profond, symbole de résilience. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Quelques mois plus tard, lors d'un voyage d'affaires à Séville, Élodie reçut un appel alarmant. Hélène avait eu un accident de voiture, percutée par un conducteur ivre. Raccourcissant son séjour, Élodie vola à son chevet. Hélène, alitée avec des côtes fêlées, sourit faiblement. « Ce n'est rien, chérie. Juste une frayeur. » Mais Élodie, terrifiée à l'idée de la perdre, réalisa la fragilité de la vie. Cet incident les rapprocha encore. Élodie ralentit son rythme, priorisant leur couple. Elles adoptèrent un chat errant, qu'elles nommèrent « Pluie », en souvenir de cette nuit fatidique à Barcelone. Leurs soirées devinrent des havres de paix, des dîners aux chandelles, des lectures partagées de romans français, des promenades main dans la main le long de la mer. Mais un nouveau conflit émergea, le désir d'Hélène d'avoir un enfant. « Imagine-nous avec une petite famille », murmura-t-elle un soir, blottie contre Élodie. Celle-ci hésita, hantée par son passé familial dysfonctionnel. « Et si je ne suis pas prête ? Si je reproduis les erreurs de ma mère ?» Hélène la rassura, « Nous le ferons ensemble, avec amour. » Après de longues discussions, elles optèrent pour l'adoption. Le processus fut ardu, semé d'obstacles bureaucratiques et de jugements sociétaux, mais leur détermination l'emporta. Elles accueillirent une petite fille de 5 ans, Maria, orpheline d'un village andalou. Maria, avec ses boucles noires et son sourire timide, apporta une joie nouvelle dans leur vie. Élodie, transformée par la maternité, apprit la patience et la tendresse. Hélène, épanouie, créa un foyer chaleureux. Leur empire prospéra, mais désormais avec une éthique humaine, programme d'inclusion, soutien aux communautés LGBTQ+. Barcelone, témoin de leur lutte, devint le symbole de leur triomphe. Pourtant, une ombre persistait. Ravière, amère, ourdit un dernier complot, une fuite de documents falsifiés accusant Élodie de fraude. La presse s'empara de l'affaire, menaçant de tout détruire. Élodie, épuisée, envisagea d'abandonner. Peut-être est-ce trop, confia-t-elle à Hélène. Celle-ci, forte, répondit, non. Nous combattons. Pour nous, pour Maria. Ensemble, elles démasquèrent Ravière, le livrant à la justice. Ce fut une victoire amère, mais libératrice. Élodie, réfléchissant sur son parcours, réalisa que la vraie force résidait dans la vulnérabilité partagée. Leur amour, forgé dans les épreuves, était inaltérable. Les années passèrent, et leur histoire devint une légende dans les cercles d'affaires espagnols, celle d'une PDG lesbienne qui, sous la pluie, avait transformé l'humiliation en empire d'amour. Élodie et Hélène, main dans la main, regardaient Maria grandir, symbole d'un avenir inclusif. Mais le destin, capricieux,
réserva une dernière épreuve. Hélène fut diagnostiquée avec une maladie rare, un cancer du sein. La nouvelle frappa comme un ouragan. Élodie, dévastée, mit tout en œuvre, meilleur médecin, traitements innovants. Hélène, courageuse, affronta la chimiothérapie avec humour. Au moins, je perds mes cheveux, mais pas mon amour pour toi, plaisantait-elle. Les mois furent un mélange de douleur et de tendresse. Élodie veillait à son chevet, lisant des poèmes de Baudelaire, rappelant leurs souvenirs. Maria, innocente, dessinait des cœurs pour sa maman. Malgré les traitements, la maladie progressa. Hélène, affaiblie, murmura un soir, « Promets-moi de continuer, Élodie. » Pour Maria, pour nous. Élodie pleura, serrant sa main. « Je t'aime infiniment. » Hélène s'éteignit paisiblement, laissant un vide immense. Le deuil fut profond, mais Élodie, fidèle à sa promesse, poursuivit. Elle transforma leur entreprise en fondation pour la recherche contre le cancer et les droits LGBTQ+, honorant la mémoire d'Hélène. Maria grandit, devenant une jeune femme forte, inspirée par ses mères. Élodie, à 50 ans, trouva une paix intérieure, marchant sous la pluie de Barcelone, sentant la présence d'Hélène dans chaque goutte. Leur histoire, cassée et émouvante, rappelait que l'amour, même face à la trahison et à la perte, triomphe par son humanité. Attends, ce n'est pas tout à fait aligné. Dans le fil 2, j'ai commencé à dériver vers la fin, mais il faut continuer la cohérence. Réajustons pour que l'histoire soit cohérente et atteigne 4000 mots au total. La vie après la victoire sur Ravière fut un havre de sérénité relative. Élodie et Hélène, avec Maria, s'installèrent dans une villa surplombant la mer Méditerranée, près de Sitges, un village connu pour sa communauté LGBTQ+. Les matins étaient emplis de rires, Maria courant dans le jardin, Élodie préparant le petit déjeuner français croissants et confitures, Hélène esquissant des designs pour de nouveaux projets. Pourtant, les cicatrices du passé ressurgissaient parfois. Élodie faisait des cauchemars de cette nuit sous la pluie, se réveillant en sueur. Hélène la serrait alors, murmurant des mots d'amour en français, leur langue intime. Nous avons surmonté pire, mon cœur. Leur relation, enrichie par les épreuves, était un mélange de passion et de complicité. Des escapades romantiques à Grenade, visitant l'Alhambra au coucher du soleil, où elles se promettaient l'éternité. Un jour, une opportunité surgit, un partenariat avec une chaîne hôtelière française. Élodie, excitée, accepta, mais cela signifiait des voyages fréquents à Paris. Hélène, compréhensive, l'encouragea, mais la distance pesa. Lors d'un appel vidéo, Hélène confia, « Maria te réclame. » Et moi aussi. Élodie, touchée, rentra plus tôt, surprenant sa famille avec des cadeaux. Mais la trahison revint sous une forme inattendue. Une collègue d'Élodie, Sophia, une femme ambitieuse, commença à semer le doute. Sophia, secrètement amoureuse d'Élodie, envoya des messages anonymes à Hélène, insinuant une infidélité. Hélène, blessée, confronta Élodie. « Est-ce vrai ? » Ces nuits tardives à Paris. Élodie, outrée, nia, mais le poison s'insinua. La confrontation avec Sophia fut explosive. Dans un café parisien, Élodie la licencia, mais avec compassion, « Je comprends ta douleur, mais tu as franchi la ligne. » De retour en Espagne, elle et Hélène reconstruisirent la confiance, à travers des thérapies de couple et des promesses renouvelées. Leur amour, testé, en sortit plus fort. Maria, adolescente maintenant, posa des questions sur leur passé. « Pourquoi vous êtes-vous rencontrés ?» demanda-t-elle un soir. Élodie et Hélène racontèrent, omettant les détails sombres, se concentrant sur la beauté. Maria, inspirée, devint activiste pour les droits LGBTQ+ à l'école. Le point culminant arriva lors d'une crise économique. L'empire d'Élodie vacilla, menacé par la pandémie. Des hôtels fermèrent, des employés furent licenciés. Élodie, stressée, s'isola. Hélène, soutien inébranlable, organisa un plan de sauvetage, transformer les hôtels en centres d'aide communautaire. « C'est notre chance de donner en retour », dit-elle. Ensemble, elles naviguèrent la tempête, émergeant plus résilientes. Leur mariage, célébré des années plus tôt,
fut renouvelée lors d'une cérémonie symbolique. Sous les arches de la Sagrada Familia, elles échangèrent des anneaux gravés de « pour toujours ». Mais la vie, imprévisible, apporta une joie inattendue. Hélène, après des traitements de fertilité, tomba enceinte via insémination. La nouvelle combla Élodie de bonheur. « Un petit frère ou sœur pour Maria », murmura-t-elle, embrassant le ventre d'Hélène. La grossesse fut difficile, avec des complications. Élodie, inquiète, veilla jour et nuit. Le bébé, une fille nommée Louise, naquit prématurément, mais en santé. La famille s'agrandit, emplie d'amour. Pourtant, un dernier conflit surgit, un scandale médiatique impliquant un ancien employé, accusant Élodie de discrimination inversée. La presse espagnole s'enflamma. Élodie, défendue par Hélène, tint une conférence. « Mon entreprise est inclusive parce que j'ai souffert de l'exclusion. Nous construisons un monde meilleur. » La vérité l'emporta, et leur réputation s'en trouva renforcée. Élodie, réfléchissant sur son parcours, écrivit un mémoire, Sous la pluie de Barcelone, un témoignage émouvant sur l'amour lesbien, la résilience et l'humanité. Les années filèrent, et Élodie et Hélène, âgées maintenant, regardaient leurs enfants grandir. Maria, designer comme sa mère, Louise, entrepreneuse comme l'autre. Leur villa était un refuge pour les amis, un symbole de tolérance. Un soir d'automne, sous une pluie fine rappelant leur début, Élodie prit la main d'Hélène. « Merci pour cette vie, dit-elle. » Hélène sourit, « C'est nous qui l'avons créée. » Leur baiser, doux et éternel, c'est là une histoire de passion, de trahison surmontée et d'amour triomphant. Le crépuscule enveloppait Barcelone d'une lueur orangée, tandis qu'Élodie et Hélène marchaient le long de la plage, leurs pieds nus dans le sable tiède. À 60 ans, Élodie portait les marques du temps avec élégance, quelques rides au coin des yeux, des cheveux grisonnants coupés courts. Hélène, à 55 ans, conservait sa beauté éthérée, ses cheveux blonds striés d'argent cascadant librement. Leurs mains entrelacées racontaient une histoire de décennies d'amour, de lutte et de victoire. Maria, maintenant adulte, gérait l'empire familial avec brio, infusant une vision moderne. Louise, étudiante en droits humains, militait pour l'égalité. La famille se réunissait souvent, des dîners animés emplis de rires et de débats passionnés. Élodie, retraitée partielle, se consacrait à l'écriture et au mentorat de jeunes entrepreneuses lesbiennes. Mais le passé ressurgit une dernière fois. Un documentaire sur les pionnières LGBTQ+ en Espagne contacta Élodie pour une interview. Revivant cette nuit sous la pluie, elle hésita, mais Hélène l'encouragea. « C'est ton legs, chérie. Partage-le. » L'interview fut cathartique, Élodie racontant avec émotion comment une humiliation avait forgé son empire. Le film, acclamé, inspira des milliers. Des lettres affluèrent, de femmes partageant leurs histoires similaires. Élodie et Hélène fondèrent une association, Pluie d'amour, aidant les couples LGBTQ+ discriminés. Leur travail, humanitaire, apporta un sens profond à leur vie. Pourtant, la santé d'Hélène déclina. Une ancienne maladie réapparut, subtile mais persistante. Élodie, dévastée, l'accompagna à chaque rendez-vous, tenant sa main comme ce soir fatidique. « Nous vaincrons cela aussi, murmurait-elle. Hélène, optimiste, répondait, « Avec toi, tout est possible. » Les traitements épuisèrent Hélène, mais leur amour resta vibrant. Des promenades lentes, des souvenirs partagés, des baisers tendres. Un jour, Hélène confia, « Si je pars, promets de trouver la joie à nouveau. » Élodie pleura, « Tu es ma joie. » Hélène s'éteignit paisiblement, entourée de sa famille. Le deuil fut immense, mais Élodie, fidèle, continua. Elle voyagea, visita Paris et Lyon, honorant les racines d'Hélène. Maria et Louise la soutinrent, rappelant l'héritage de leur mère. Élodie, seule mais pas isolée, trouva la paix dans l'écriture. Son second livre, L'écho de la pluie, dédia à Hélène, explorant les thèmes de l'amour lesbien, de la trahison et de la rédemption. Il devint un best-seller, touchant des cœurs à travers le monde. À la fin de ses jours, Élodie s'assit sur la plage, regardant la mer. La pluie commença à tomber, douce et familière. Elle sourit, sentant la présence d'Hélène. Leur histoire, cassée Ashtine, émouvante,
romantique et humaine, perdurait, un testament à l'amour qui transcende tout.